Bonjour chers téléspectateurs, nous avons la joie de recevoir ce matin Pierre Lours. Bonjour. Bonjour Anne. Grand habitué de cette émission et que vous aimez beaucoup, donc je l'ai réinvité. Et qui va nous présenter, comme vous pouvez voir ce tableau sur l'écran, un portrait de Machiavel et quelques disciples qu'il pourrait avoir au XXIe siècle en la personne de notre président de la République. Préalablement, je vais vous inviter au cinéma. Je suis allée voir un film qui s'appelle Dancing Pina. Et Pina, c'est le nom de cette grande chorégraphe qui a été danseuse allemande, qui est morte en 2000, il n'y a pas très longtemps, qui a révolutionné la danse et qui a fait des merveilles, je dois bien le dire. Vous le savez, chers amis TV Liberté, je ne suis pas une adepte de la Révolution. Dès qu'on parle de libération, de révolution, je me contracte, je me hérisse. Mais comme j'aime beaucoup le ballet, j'ai voulu aller voir ce qu'elle faisait, et c'est assez magique. Alors, ce sont des amis de Pina Bausch qui ont voulu célébrer la chorégraphe et qui ont filmé la préparation de 2 ballets, l'un en Allemagne, à Dresde, un ballet sur Iphigénie en Tauride de Gluck, et un autre ballet en Afrique, à Dakar, au Sénégal, avec une troupe entièrement africaine, le Sacre du printemps de Stravinsky. Alors, Gluck, c'est absolument somptueux, c'est la musique, ça a été publié, la musique est née en 1775, quelque chose comme ça. Et le Sacre du printemps, c'est 1913. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ces 2 histoires païennes, le sacrifice d'Iphigénie pour Gluck, et ce que j'ai appris sur cet opéra, enfin cette musique que je détestais, mais vraiment du fond de mon être, parce que je la trouvais horriblement agressive, le Sacre du printemps, il faut dire que je l'ai écouté pour la première fois à Nanterre, le soir où la Révolution a été décrétée. Donc c'était quand même un mauvais début, cette musique, parce que ces événements, parce que c'était quand même pas une révolution, mais enfin ces événements ont quand même foutu en l'air mes études. Merci, comme Ben dit. C'était le Sacre du printemps 68. C'était le Sacre du printemps 68, qui a plutôt été un hiver, vous voyez, c'était le début d'un hiver. Et le sous-titre du Sacre du printemps, c'est « Tableau d'une Russie païenne ». C'est quand même très intéressant. Donc, 2 textes païens, traités de façon évidemment fort différente. Et alors, elle est sortie complètement du cadre classique, avec ses gestes extrêmement codifiés du ballet. Et elle a demandé à chacun d'exprimer la souffrance, la joie, l'émotion, la peur. Mais tout ça, très maîtrisé dans un ensemble. Chacun, parce que l'intérêt du ballet, c'est quand il y a une fantastique unité entre les êtres, entre les danseurs. Et c'est ce qui se passe. Ce sont vraiment des ballets de très haute volée. Et j'ai passé un très grand moment. Donc, je vous invite à aller voir Dancing Pina. Il n'y a qu'un moment idiot, c'est quand... le film est d'autant plus important que ces 2 ballets n'ont pas pu être joués tout de suite, puisqu'il y a eu le Covid et que les artistes ont été interdits de se produire. Alors, il y a un danseur sénégalais qui danse remarquablement, qui nous balance... oui, en Europe, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que le sacrifice, alors que notre religion chrétienne est tout de même basée sur un sacrifice qui a annihilé tous les autres. Mais bon, il faudra qu'on lui explique un jour.
mais c'est vraiment les danseurs africains, les danseurs allemands sont absolument éblouissants et on passe un très joli moment et on peut y aller avec des apprenties danseuses. Il y a encore beaucoup de petites filles qui dansent. Et bien voilà, on peut y aller avec elles. Alors maintenant, nous abordons ce personnage qui s'appelle Machiavel et cet autre personnage qui s'appelle Macron. Et j'ai beaucoup ri parce que ce matin, dans mon journal, il y avait cette citation de Machiavel, « Gouverner, c'est laisser croire ». Oui, bah, effectivement, c'est vraiment de Machiavel. Et ça pourrait être aussi extrait d'un discours, d'un propos de Macron, voilà. Ou d'autres personnages politiques. Oui. Parce qu'en fait, on s'aperçoit bien souvent qu'un politique est forcément adepte du machiavélisme. Voilà. Alors, ce qui est particulier chez Emmanuel Macron, c'est que... Alors, je vous arrête. Un politique aujourd'hui ou un politique de tous les temps ? Écoutez, si on regarde, par exemple, depuis la Révolution française, et si on se rend compte qu'effectivement, des êtres comme Mao, Staline, Hitler, Mussolini, Napoléon III, Napoléon Ier et tous les révolutionnaires, nombre de révolutionnaires de la Révolution française ont été inspirés par effectivement les grands principes de Machiavel. C'est-à-dire en fait des principes de cynisme, d'opportunisme, volonté d'arriver, volonté d'imposer le pouvoir, etc. Alors après, on peut mettre tous ces moyens au service d'une grande cause ou au service d'une mauvaise cause. C'est en fait là où les choses sont différentes, se divergent. Alors en ce qui concerne Emmanuel Macron, ce qui est particulier, c'est que notre président nous a dit qu'effectivement, pendant ses études, il avait fait un mémoire d'une centaine de pages, de maîtrise ou de DEA, je ne sais pas, il n'a pas précisé, je crois, à Nanterre, sur effectivement Machiavel. Mais ce mémoire, nous ne l'avons jamais vu, nous n'avons jamais pu le lire, ce qui évidemment est particulièrement dommage, car ça nous aurait donné des indications sur sa pensée profonde et ça nous aurait permis d'adhérer certainement à cette pensée profonde et de l'aider encore plus dans son action bénéfique pour notre pays. Voilà. Bon, maintenant, on n'a pas réussi encore à avoir ce texte. Et normalement, les diplômes sont tous archivés. Normalement, les maîtrises et les DEA, je crois qu'il y a 3 exemplaires. Un pour le prof, un pour la bibliothèque et un, je suppose, pour l'auteur. Donc, il doit y avoir un exemplaire quelque part. Ou alors, effectivement, d'une manière un peu machiavélique, ils ont disparu. Alors, Le Prince de Machiavel, donc le livre, Le Prince, a été écrit en 1513, c'est-à-dire en pleine Renaissance italienne, et pleine Renaissance, c'est-à-dire à un moment, il faut le rappeler, où l'homme s'oppose à Dieu. Il s'oppose à Dieu, armé qu'il est de nouvelles techniques, et voulant dominer le monde, la réalité, et voulant jouir aussi de ce monde, de la réalité et de sa puissance. Machiavel est un haut fonctionnaire qui est républicain, qui sert la République à Florence, et il est chassé de son emploi à la chute de la République. Et à partir de ce moment-là, il cherche à retrouver un autre emploi auprès des Médicis, à qui il dédie ce petit opuscule qui contient en fait des conseils pour prendre ou garder le pouvoir. Si vous voulez, c'est un petit texte qui d'après lui, va démontrer ses capacités à être un bon conseiller du prince, du futur prince, et donc, en quelque sorte, il dit à ces gens, et notamment aux Médicis, « Embauchez-moi ». Voilà. Donc, Ce qui va arriver ? Eh ben, oui, enfin, ça va arriver d'une manière très provisoire, parce que je crois qu'il a été embauché pas tout de suite, mais pendant quelques années, et puis... en fait, le régime en question a chuté de nouveau. Et donc, il s'est retrouvé bec dans l'eau. Donc, en fait, ça ne lui a pas tellement réussi. Mais par contre, après, ce texte a été particulièrement lu et employé, comme on le verra très rapidement à la fin de cette petite
ce petit tour d'horizon des principales recettes que Machiavel, dans ce texte, avait déployées. Alors, parmi ces recettes, la première, c'est tout simplement être le plus fort. Pour prendre le pouvoir, pour garder le pouvoir, il faut être le plus fort. Et on est le plus fort dans des moments, évidemment, les plus poignants, les plus terribles, c'est-à-dire les guerres, c'est-à-dire la guerre. Et par exemple, il dit « Mépriser l'art de la guerre, c'est faire le premier pas vers sa ruine ». Il poursuit en disant, par exemple, la fortune, c'est-à-dire donc la réussite, est femme, prête à céder à ceux qui usent de violence. Bon là, c'est un peu démodé. Hein. Oui, mais enfin bon, si vous voulez, voilà, c'est ce qu'il dit à cette époque. Et je pense que même de nos jours, il y a certainement pas mal d'hommes de pouvoir. De pauvres femmes qui succombent. Voilà. Donc la fortune est femme, prête à céder à ceux qui usent de violence, aux jeunes gens emportés, audacieux, autoritaires, plutôt qu'aux hommes mûrs, circonspects et respectueux. Donc il faut mieux être un jeune autoritaire, audacieux et emporté, plutôt qu'un homme mûr et réfléchi. Alors évidemment, quand on voit ce conseil, quand on se dit on se rappelle que notre président a eu une certaine appétence pour déclarer les guerres. Notamment la guerre contre le virus, vous vous souvenez, la guerre contre les Russes, c'est actuel, contre la ruine de la planète, par exemple, avec le réchauffement, donc la guerre pour le climat. Hein. La guerre maintenant, dans les projets, il y a une volonté de dire que nous sommes en guerre aussi pour la gestion de l'eau, etc. Donc, il est évident que pour un homme de pouvoir, dès le moment où on peut faire en sorte que le débat devient un débat guerrier, ça lui permet de déployer toutes les armes qu'il peut avoir à sa portée. Deuxième conseil de Nicolas Machiavel, établir des institutions nouvelles. Parce qu'effectivement, quand vous arrivez au pouvoir, et si vous voulez garder le pouvoir, vous êtes en face des institutions qui existent. Et dans ces institutions, il y a des rapports de force, il y a des façons de faire, etc. Il y a des choses qui sont déjà établies et ça va vous heurter. Vous êtes en face de forteresses, d'une certaine façon. Et donc le mieux, c'est de détruire ces forteresses, de faire sauter ces institutions, ou en tout cas d'en prendre le contrôle. On a bien vu que... Il a détruit la diplomatie, le Quai d'Orsay. Il détruit de toute façon toute la haute fonction publique. En ce qui concerne le Parlement, c'est-à-dire effectivement, il le contrôle à coup de 49.3 qui est quand même plutôt dévoyé, parce que normalement, les dispositifs du 49.3 étaient faits pour forcer les assemblées à suivre le peuple. Et là, c'est l'inverse. C'est le contraire. C'est le contraire. Bon. Et donc, Machiavel dit que quiconque ayant conquis un État, accoutumé à vivre libre, quiconque ne le détruit point doit s'attendre à être détruit. Voilà. Et alors, c'est vrai que si on regarde l'action de notre bien-aimé président de la République, les différentes conventions citoyennes sur le climat, sur la fin de vie, toutes ces réunions avec avec des gens très choisis. Déjà très choisis, parce que très méritants, bien entendu. Tout ça, ça montre bien qu'effectivement, il a envie de court-circuiter les institutions existantes pour tout simplement faire passer le courant, mais son courant. Hein, son courant. Autre conseil de Machiavel, quand les peuples ne croient plus en leurs gouvernants, il faut les faire croire par force. Effectivement, on y est. Alors, croire par force, écoutez, il n'y a qu'à se souvenir des Gilets jaunes, bien sûr, mais surtout, et surtout actuellement, de cette réformette, de cette réforme sur les retraites, pour bien voir qu'effectivement, on ne veut plus convaincre, mais on veut forcer. Il dit aussi, Machiavel, qu'il faut frapper fort, rapidement, et être cruel. Et je le cite, « Les hommes doivent être caressés ou écrasés. Ils se vengent des injures légères, ils ne le peuvent quand elles sont très grandes. » Donc, grosso modo, il faut y aller
fort, d'un coup, sans problème, sans hésitation. Et il ne faut pas faire durer trop la cruauté dans le temps, parce que ça devient... D'abord, vous ne surprenez plus les gens, et puis ça devient lourd, et ça peut créer quand même des résistances. Donc il faut frapper fort et d'une manière un petit peu, étonnante. Voilà. Là, en l'occurrence, notre camarade président peut-être fait un peu durer la cruauté, la force, etc. Il faudrait quand même qu'il fasse attention. Bon. Autre principe essentiel, mais si vous voulez, c'est un petit peu ce qui ressort des principes précédents, c'est qu'il faut être dans le réel, dans le réalisme. La morale n'est pas en quelque sorte un fil directeur pour conduire un pays, pour garder le pouvoir. Vivre, et il dit, vivre comme on devrait dans le monde, fait comme il est, au milieu de tant de méchants, vivre donc comme on devrait dans ce monde ne serait qu'un jeu de dupes. Donc, si vous voulez, il dit qu'en fin de compte, quand on regarde bien les choses, il y a des vertus qui sont nuisibles et il y a des vices qui sont tout à fait salutaires pour mener à bien son projet, pour prendre le pouvoir ou pour le garder. C'est un peu, si vous voulez, la justification de la raison d'État. On veut aller quelque part, soi-disant pour le bien de la collectivité, ou peut-être réellement pour le bien de la collectivité, eh bien, on emploie tous les moyens nécessaires. C'est quand même un petit peu, si vous voulez, un peu l'image d'un Jupiter, l'image d'un dictateur au-dessus de tout, qui effectivement va, par cynisme et efficacité, se jouer de ces sujets. Et alors, Machiavel dit « Des désordres blessent la société tout entière. » On pense aux manifestations diverses et variées. « Des désordres blessent la société tout entière, alors que les rigueurs ordonnées par le prince ne tombent que sur des particuliers. » Bah oui, quelques centaines de blessés, quelques dizaines de morts, c'est pas, en fin de compte, c'est tout à fait marginal par rapport aux millions. Ce qu'il y a d'effrayant, c'est l'expression désordre. Ouais. Et ça, on le voit dans tous les journaux à la noix. C'est le peuple qui fait désordre. Ouais. Ce n'est pas le gouvernement. Non. Alors que c'est le gouvernement qui crée le désordre, là, en l'occurrence. Désordre sur désordre. Ouais. C'est complètement inversé. C'est inversé et évidemment, c'est une technique, si vous voulez. Ça, quand vous inversez les choses, vous déboussolez ceux qui sont en face. Ouais. Et Machiavel poursuit, les hommes appréhendent beaucoup moins d'offenser celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre. Là aussi, c'est un grand réalisme. Oui. Hein. Bon. Et il poursuit, le prince doit tâcher d'être tout à la fois renard et lion. Car s'il n'est que lion, il n'apercevra point les pièges. Et s'il n'est que renard, il ne se défendra point contre les loups. Alors, je vous ferai remarquer que le blason de Sciences Po, c'est un renard et un lion. C'est comme ça. Incroyable, cette découverte. Oui, c'est comme ça. Alors évidemment... Oui, ils ont l'obsession du pouvoir à Sciences Po, c'est visible. Alors, Sciences Po l'école libre des sciences politiques a été créée après la défaite de 70 pour, en quelque sorte, restaurer le pouvoir de l'État, le pouvoir des classes gouvernantes et la capacité de la France à refaire surface. Oui. Donc au départ, il y avait une bonne intention, mais en fait, c'est toujours pareil. Après, ça a été pris par des petits bonshommes qui se croyaient supérieurs aux autres. Et là, c'est devenu quand même grave. Alors, des machiavéliques dans l'histoire, il y en a eu effectivement, comme on le disait au départ, il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, je conseille à nos téléspectateurs de lire un livre de Jean-Jacques Chevalier qui s'appelle « Les grandes œuvres politiques », édité chez Armand Collin, qu'on trouve encore sur Internet et dans les bonnes vieilles librairies. Et on s'aperçoit effectivement que Bonaparte, Napoléon III, Mussolini, Hitler, Staline, etc., ont tous été adeptes de Machiavel.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'historien Henri Guillemin, c'est Chateaubriand, c'est Victor Hugo, c'est par exemple Arthur Koestler dans Le Zéro et l'Infini, etc. Les gens, évidemment, qui ont un petit peu de perspicacité dans l'analyse politique, qui ne sont pas en quelque sorte emportés par une idéologie ou par une carrière, et qui ont un petit peu de recul, se rendent bien compte qu'effectivement le pouvoir est en permanence entaché ou accompagné de machiavélisme. Alors, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a eu un homme politique qui n'était pas machiavélique ? Je vous pose la question, Anne. Oui, j'ai une réponse, moi. Il y a le maréchal Pétain. Il n'a pas conquis le pouvoir. Il n'a pas menti. Il n'a pas laissé croire au peuple français. Il a dit, vous allez en baver. Écoutez, je vous rejoins. Moi, en venant à votre émission, justement, je me posais évidemment la question. Et effectivement, je suis tombé sur cet homme qui a été appelé, alors il était vraiment dans la dernière période de sa vie. Absolument. Il a été appelé à un poste où personne ne voulait venir. Et effectivement, par la suite, il a montré Il avait été ministre de la guerre. On n'avait absolument pas suivi ses indications. Oui. Donc voilà, alors évidemment, si vous voulez, ce serait bien si on avait trouvé un autre personnage, par exemple, qui ne soit pas... J'assume, moi. Qui ne soit pas dit de droite, mais... J'assume. Vous avez raison, et en plus, il faut quand même rappeler que le maréchal Pétain était un général républicain de gauche. Absolument. Alors, ce sont des gens très bien. Donc, si vous voulez, ce personnage est très intéressant à mettre en avant parce qu'en fait, ils ne peuvent rien dire. Il est à la fois de droite et de gauche. Magnifique. C'est presque machiavélique. C'est une très belle démonstration, Pierre. Bravo. Et merci. Ça soulage. Ça fait du bien. Alors, maintenant, vous voulez nous parler d'asile. Oui. Vous pensez qu'il faut en créer beaucoup, il faut les remplir, il faut... si vous voulez, le non-sens est au pouvoir. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a très peu de temps, il y a une de ces dernières nuits, j'ai eu particulièrement peur. J'ai fait un cauchemar, et ce cauchemar était tellement présent que j'ai cru que je vivais une horrible réalité. Cette réalité, effectivement, m'a fait penser à une sorte d'asile pour tous. Vous voyez, il y a eu le mariage pour tous, il y a eu la manif pour tous, et j'ai eu l'impression qu'on vivait peut-être dans un asile pour tous. Une réalité qui s'est apparue, qui s'est imposée à moi dans ce cauchemar, une réalité d'un monde où les femmes avaient un sexe d'homme, ça m'a un peu étonné, et engrossaient des hommes barbus. Alors là, franchement, je me suis retourné dans mon lit. Alors, vous savez que c'est pas un rêve. Le Danemark a transformé le musée de la femme, qui était sans doute à Copenhague, en un musée transgenre. Et ils ont installé devant l'accueil la statue d'un homme, taille Michel-Ange, un homme avec les attributs en bas, viril, mais des seins, et il allait un bébé. C'est pas merveilleux, ça? Alors moi, j'ai dû voir ça dans la réalité. Mon rêve a été nourri peut-être de la réalité. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Bon, enfin voilà. Donc des hommes barbus, enfin qui étaient engrossés par des femmes avec sexe d'homme. Donc bientôt des pères-mères, parce que c'est à la fois un père et une mère. C'est des pères-mères presque. Un ministre l'a dit. Un grand-père peut être une mère. Ah ben non, donc ça va. Donc en fin de compte, je me demande si j'ai vraiment fait un cauchemar. Enfin bon, je continue. Bientôt père-mère d'enfants se demandant eux-mêmes, ces enfants, s'ils étaient masculins, féminins, ou peut-être un jour l'un, l'autre jour l'une. Bon, enfin, dans une incertitude, c'est terrible. Toujours pour illustrer vos propos, vous savez qu'aux États-Unis, dans les classes moyennes, à l'école, il y a un enfant sur 4 qui se pose des questions sur son identité. Un enfant sur 4. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Ça occupe. Bon, enfin. Non, ça veut dire que la propagande bat son plein. Oui, exactement. Les pauvres.
Et alors un peu plus loin le mot cauchemar, parce que ce cauchemar ne s'est pas borné à cette vision un peu, comment dire, dérangeante. Mais un peu plus loin, je me suis retrouvé dans un monde où on se repent en permanence pour des propos, pour des fautes, pour des insuffisances, où on confesse surtout et on dénonce surtout les actions de nos ancêtres. Pas les nôtres, mais l'action des ancêtres qui n'auraient pas agi selon nos principes moraux, nos lois actuelles. C'est-à-dire qu'on est dans une dénonciation perpétuelle de nos ancêtres de qui on a hérité en quelque sorte notre société. Un peu, si vous voulez, comme si on reprochait aux hommes préhistoriques de ne pas avoir respecté les feux rouges ou de ne pas avoir payé leurs impôts. Vous voyez, des trucs, espèce d'anachronisme total. Alors ça, c'était aussi, j'ai failli être réveillé, mais malheureusement, j'ai continué de dormir. J'ai continué de dormir donc dans un monde de rêver, où l'on dirait que ces mêmes ancêtres ont cru bien faire en construisant loin de la France des hôpitaux, des écoles, des routes, des ports, des usines, planter du blé, des vignes, des oliviers. Enfin, vous voyez tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils ont réellement fait. En fait, et en fait, toutes ces choses, on les nie, on les efface. On les efface. Un monde, c'était pas fini, où le seul fait d'être d'une certaine couleur ou d'une certaine apparence serait suffisant pour vous mettre à genoux dans une plate repentance, comme au temps des autocritiques maoïstes, où il fallait baisser la tête pour avoir une petite chance de ne pas la perdre. Petite. Un monde où la liberté de penser et de parler se résumerait à approuver sans moufter une propagande diffusée en boucle, à tue-tête et à tue la raison. Un monde où naître, vivre, mourir dépendrait du bon vouloir de maîtres assis sur des milliards innombrables et inaccessibles, sur leurs Olympes internationales, des faces toutes souriantes, glacées et menaçantes, qu'il faudrait révérer, comptant qu'ils nous donnent le droit de respirer l'air, de boire de l'eau, de se déplacer quelque peu, de rire au café, de n'être pas seul. Un monde où l'intelligence serait remplacée par des algorithmes infernaux, une intelligence dite artificielle, censée nous augmenter alors qu'elle nous diminue évidemment et limite notre bon vouloir et nos rêves. Un monde sans valeur, sans morale, sans sentiment. Un monde où le beau est laid, le bon est mauvais, le juste est injuste. En un mot, un monde immonde, cauchemardesque, un asile de fous, sans mur ni camisole, car les pervers, les méchants, les malsains, les diaboliques, les maîtres vivraient dans des lieux protégés par des murs et des sinistres milices. Alors que nous autres, nous serions enfermés dans une folie généralisée, omniprésente et normalisée. Une sorte d'asile pour tous, en plein air, en toute liberté. Mais je vous rassure, ce n'était qu'un cauchemar. Malheureusement non. Malheureusement non, c'est la stricte vérité. Mediapresse, que je lis bien régulièrement, nous informe que l'OMS vient de prétendre développer le potentiel sexuel des enfants. Ah oui. Et tout ça pourquoi ? Pour légaliser la pédophilie, évidemment. C'est pas pour épanouir les enfants. On est vraiment devant des manœuvres hallucinantes. Diabolique. Mais je ne vois pas d'autre mot, si vous voulez, que le mot de diabolique. Voilà. Alors évidemment, si vous voulez, si effectivement l'OMS réussit à faire croire que, en quelque sorte, les enfants, quel que soit leur âge, ont le droit d'avoir une sexualité et sont des êtres sexuels, ça permettra, si par exemple il y avait des prolongements, notamment à l'affaire Einstein, etc., de dédouaner toutes les personnes qui pourraient être mises en cause. Oui. Et ça urge parce que vous savez qu'on dévoile de plus en plus de noms des gens qui sont montés dans cet avion qui se rendait dans l'île d'Epstein. Ça commence à craindre pour eux.
la liste est très très longue. Si Agatha Christie était là, elle pourrait nous refaire, non pas un livre qui s'appellerait Les Petits-Nègres, parce que vous savez que ça ne peut plus s'appeler Les Petits-Nègres, mais enfin, elle pourrait se refaire un livre qui se passerait sur une île, comme les petits en question, et qui serait, en quelque sorte, Là, une affaire... Ils n'étaient pas 10, ils étaient beaucoup plus nombreux. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que tant va la cruche Chalot qu'à la fin elle se casse et que tout notre... J'ai entendu Bernard Lugan dire que nous avions perdu tout crédit en Afrique parce que pour un Africain, les lois naturelles restent prime première et dire qu'un homme est une femme ou qu'une femme est un homme, ça ne se peut pas. Dire que toutes nos dérives sociétales les horrifient et que c'était la première des raisons pour lesquelles Est-ce que ça ne va pas... Tout ce cinéma, mauvais cinéma, va pas cesser un jour. Écoutez, je crois qu'on peut l'espérer, parce que là, on est quand même dans une folie. Parce que ça vient de très loin. La sexualisation des enfants, c'était déjà une idée de Kinsey. Freud, d'ailleurs, en a parlé aussi. Le sexe des enfants, alors je ne sais pas dans quel contexte. C'était peut-être pour expliquer par la suite, effectivement, les traumatismes et autres. Oui, mais après, il y a eu Kinsey qui a déraillé complètement et qui a fait toutes ses études de sexologie soit sur des malades mentaux, soit chez les prisonniers. Tout ça est très bien expliqué dans le livre qu'a préfacé Marion Sigaud, Judith Reisman, qui a bien dézingué le Kinsey en question, qui a été un maître à penser pour... Moi, j'ai connu des vieux messieurs qui parlaient du rapport Kinsey comme si c'était quelque chose qui était fantastique. Et c'était pas des cons, les gens. Et en fait, ils se sont pas rendus compte que toutes les études de Kinsey étaient complètement frelatées. C'était de la folie pure. Et ça n'avait rien de scientifique en plus. Ouais. Donc... mais il y a aussi un problème. Bon, il y a la loi naturelle, mais il y a aussi un mépris de la véritable recherche scientifique. Regardez ce que dit le GIEC sur le climat. Oui. Enfin, il y a des tas de scientifiques hors du GIEC qui contredisent le GIEC. Or, le GIEC, c'est la nouvelle Église. C'est Rome, c'est le Vatican réuni. Bien sûr. Alors, si vous rejetez le Vatican, et moi je veux bien, et Rome... Vous êtes un scientifique athée, très bien. Mais il faut être logique. Il faut accepter que le GIEC n'a pas la pensée infuse et la vérité infuse. Oui. On est dans le délire total, là. Oui, alors si vous voulez, comme nous sommes dans un délire total, un délire, c'est une sorte de cauchemar éveillé, et à un moment donné, effectivement, il y a des lois naturelles qui font qu'on arrête le cauchemar, on sort du cauchemar, parce que ce n'est pas viable, parce que ça ne peut plus servir de support à une vie harmonieuse et possible. Donc je pense qu'effectivement, cette accélération que nous connaissons actuellement vers le déraisonné est signe certainement d'une fin, de la fin d'une période. Parce que voilà. Enfin, écoutez, Dieu merci, vous nous en sortez avec l'humour, par l'humour. Il faut essayer un petit peu. Il faut pratiquer beaucoup l'humour. Et nous allons partir au monastère des Bénédictines de Joie. Oui, parce que vous les avez découvertes. Oui. Eh bien, écoutez, parce qu'effectivement, je crois que pour s'en sortir, vous avez raison, il faut un peu d'humour et il faut de la spiritualité. Oui. Alors, quelle qu'elle soit, ça peut être une spiritualité bouddhiste, une spiritualité tout à fait personnelle, enfin, une recherche personnelle, ou une spiritualité chrétienne, qui est la mienne, mais une spiritualité. Il faut s'accrocher à quelque chose de haut. Spiritualité bouddhiste avec les récents événements, avec le grand maître du Tibet. Ah, là. Ça oui. On va peut-être laisser de côté le sujet, là, si vous voulez. Oui, mais enfin, bon, il y a toujours des dérives, quelles que soient les religions. Oui, oui, vous avez raison, on n'a pas de leçon à donner. Non, il y en a toujours, il y en a partout. En tout cas, à Jouarre, cette abbaye est une abbaye qui est tout près de Paris, qui est à peine 1 heure de Paris, oui, en voiture ou en train, qui se trouve dans un petit village où vous êtes vraiment très loin de Paris. Ouais. Très, très loin. De toute façon, les abbayes sont toujours
loin de tout. Oui. C'est incroyable. C'est dans des vallées complètement isolées. C'est magique. Oui. Alors là, c'est sur une colline. Et c'est vraiment, effectivement, un peu magique, comme vous le dites. Cette abbaye est une très vieille abbaye parce qu'elle a été fondée au 7e siècle par un certain Adon de Joire et qui a rencontré Saint Colomban, qui est donc le moine irlandais qui a évangélisé une grande partie de l'Europe. Oui. Bon. Alors, cette abbaye, évidemment, a connu différentes circonstances, notamment en 1792, par la grâce de notre très belle Révolution française. D'être détruite pierre à pierre. Bon, elles ont été dispersées d'abord, ces moniales, et puis effectivement, l'église a été vendue pierre à pierre. Bon. Mais il y a eu, au milieu du 19e siècle, donc cette abbaye a été relevée. Et de nos jours, donc, nous avons une communauté d'un peu plus de 30 sœurs, qui font vivre cette abbaye et d'une manière très chaleureuse et très harmonieuse. Voilà. On peut y visiter une crypte très ancienne de l'époque mérovingienne. Ça n'a pas été détruit. Ça n'a pas été détruit. Trop compliqué, c'est dur d'aller dans une crypte. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et donc, dans cette abbaye, où effectivement, abbaye bénédictine, où on prie et où on travaille, ora et labora, eh bien, nos chères sœurs bénédictines, donc, créent un art qui est à la fois un art basé sur l'image, les images pieuses, et aussi un art qui tourne autour de la réalisation de petits personnages des crèches. Ah oui. Donc là, nous sommes à la fois soit dans le dessin et l'image, soit effectivement dans des petits personnages en céramique. Et ça vaut vraiment la peine de découvrir ces créations. Alors, en ce qui concerne les images pieuses, ce sont des images qui ont été certainement réalisées juste après-guerre, oui, après la Deuxième Guerre. C'est un graphisme qu'on reconnaît. Voilà. Mais à la différence parce que moi, j'aime pas particulièrement cette mode-là, il faut bien le dire, mais elles ont une grâce. Et le dessin est spirituel, ça c'est sûr. Voilà. Je pense au berceau, le berceau de la crèche, qui est extrêmement simplifié. C'est vraiment quelques traits de crayon, de pinceau. Mais ces coups de pinceau sont d'une harmonie, d'une douceur, tout en rondeur, tout en... C'est vrai. J'étais étonnée. Et alors, elles ont été imprimées en France, d'ailleurs par l'abbaye en question. Certaines de ces petites images pieuses ont été relevées avec une peinture, avec une gouache à la main, donc. Actuellement, l'abbaye de Joire détient un fonds d'images pieuses qu'elle vend, mais elle n'en produit plus. Et pourquoi n'en produit-elle plus? C'est parce que tout simplement, par la grâce du Concile Vatican II, évidemment, il y a eu de moins en moins à la fois de fidèles et à la fois de ventes de micelles. Et donc, il n'y a plus les images qu'on colle, qu'on joint, qu'on enfile dans les micelles. J'ai acheté des images comme ça et en les distribuant, je me suis rendu compte que... Voilà. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de mes images? Alors, ce qui fait que, si vous voulez, ces images sont toujours très fortes néanmoins. Et moi, j'ai conseillé à la sœur qui s'occupe du magasin, et avec qui j'ai discuté, qui est sœur Théophane, qui est absolument, comment dire, charmante, étonnante. Pleine de vie et pleine de foi, évidemment. Et je pense que ces images, qui sont petites par définition, elles gagneraient à être tirées justement dans des formats un petit peu d'affiches. Et qu'elles deviennent des tableaux pour les chambres d'enfants. Exactement. Au moins. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des images qui sont très sobres, avec à coups de grands traits et à coups de très élémentaire. C'est très élémentaire. C'est un peu de l'art, comment dire, simplifié, minimal. Minimal, voilà. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est tellement bien fait qu'elle porte vers la spiritualité. Absolument, absolument. Et qu'elle porte vers un message immédiat. Et moi, je me souviens d'un affichiste avec qui j'ai travaillé
il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait Savignac, qui est un grand affichiste français. Bien sûr, qui a un musée à Trouville. Absolument. Et cet affichiste, ce vieux monsieur qui avait un humour extraordinaire, disait qu'une affiche permettait de disposer à peu près d'une seconde d'attention. Oui. Et donc, dans cette seconde d'attention, il fallait surprendre et faire comprendre tout de suite. Oui. Et je pense que dans ces images... C'est exactement ce qui se passe, oui. C'est ce qui se passe. Alors, après, donc, puisque ces petites sœurs avaient évidemment été dans la nécessité de vivre, et de gagner leur vie terrestre, eh bien, elles se sont lancées, donc, à cette époque, il y a une soixantaine d'années à peu près, dans la réalisation de petits personnages de crèche. Oui. Et qui sont faits en argile, qui sont faits évidemment dans l'abbaye. Elles sont modelées, peintes par les petites sœurs en question. Et elles sont faites dans un style qui est d'ailleurs assez proche du style des images, parce que là aussi, les personnages sont simplifiés. Simplifiés, oui. Avec des couleurs très attractives, plutôt chaleureuses, et il y a une efficacité aussi, et une certaine poésie, et une poésie. Et donc, on trouve évidemment toutes ces petites statuettes en vente à l'abbaye de Jouarre, mais surtout, il faut aller à l'abbaye de Jouarre pour bien sûr visiter leur magasin, mais aussi pour assister à leurs offices, qui sont très beaux, avec des petites sœurs qui chantent bien. Elles recrutent ? Elles recrutent. Oui, alors j'ai regardé justement, je regardais les petites sœurs là, dans leur église, et j'essayais de faire une petite analyse de leur âge. Oui. Et il y a en gros un tiers qui sont plutôt jeunes, un tiers à l'âge mûr et un tiers... donc c'est très équilibré. Donc ça m'a l'air équilibré. Parfait. Voilà, donc il y a de l'avenir dans les petites sœurs bénédictines de Jouarre. Donc il y a beaucoup de week-ends, il faut partir voir l'abbaye de Jouarre. Voilà, et puis alors je voulais dire aussi que dans cette abbaye, il y a des stages d'enluminure qui sont organisés, des stages d'une semaine, de 5 jours, donc dans ce cadre spirituel, où, au travers de la création d'enluminure, il y a en quelque sorte la recherche d'une spiritualité. Voilà, et c'était organisé par l'atelier de Siloé. Donc, si vous voulez... On va inviter l'âme de cet atelier Siloé très prochainement, et vous verrez tout ce que ça signifie, chers amis de TV Liberté. Donc, l'abbaye de Jouarre, si vous voulez en savoir plus, il y a un site, c'est abbayejouarre.org. C'est pas compliqué. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir sortis de notre monde avec Machiavel et rendu au monde monastique avec cette belle conclusion. Merci beaucoup, Pierre Lours. Merci, Anne. Chers amis de TV Liberté, à très vite.